Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler de growth hacking. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent un petit peu le sujet pour avoir une idée à quel type de population je m'adresse? Pas tellement? Ok, très bien. Donc, ça m'intéressait de faire cette présentation pour présenter un peu ce que c'est le growth hacking en 2016, parce que c'est une notion qui est souvent mal comprise. Il y a beaucoup de fantasmes autour du sujet. Et puis, c'est une discipline qui a pas mal évolué dans sa courte histoire. Donc, je voulais montrer ce que c'était en 2016, au-delà du buzz et des fantasmes. Donc, je m'appelle Nicolas Galland, je suis consultant chez Tiga. Et j'interviens pour discuter croissance avec des startups et des entreprises un peu plus grandes. Donc pour commencer, je commence par l'image d'Épinal un petit peu du growth hacking. Donc le growth hacker, c'est quelqu'un qui va faire apparaître les clients par magie, à partir de rien. Donc ça, c'est la vision qu'on rencontre tous les jours en entretien client. Vous imaginez bien que c'est pas aussi facile que ça. Donc moi, c'est une situation que je rencontre très souvent quand je suis en contact avec un client et il pense que je peux lui faire apparaître des clients dans une ville précise, sur un profil précis. Bon, évidemment, c'est pas possible. Donc je vous ai mis deux définitions. La première qui est la plus connue, qui circule beaucoup sur Internet, qui dit qu'un growth hacker, finalement, c'est un mix entre un marketeur et un codeur. Quelqu'un qui va faire des landing pages, des A/B tests et beaucoup de choses finalement assez technique dans le marketing. Et puis une définition qui est beaucoup plus récente et de mon point de vue plus actuelle, qui consiste à dire que le growth hacking, c'est du marketing orienté expérimentation et qui est exécuté par des gens qui n'ont pas besoin d'aide ou de permission pour faire des choses et expérimenter des choses. Donc on voit que les deux définitions s'excluent pas, mais par contre on passe d'un focus sur des actions précises à un focus vers une organisation, un process. Et aussi, au fur et à mesure du temps, on voit qu'on passe plutôt d'une vision de quelqu'un tout seul dans son coin à un travail d'équipe. Donc le growth hacking, si on repart de cette définition, donc c'est de l'expérimentation à haute fréquence sur du marketing. Mais expérimenter des choses en marketing, si on ne connaît pas à la fois très bien les mécanismes de croissance qui vont faire qu'une entreprise est capable de grossir. Et si on ne connaît pas très bien non plus ses utilisateurs, on expérimente un peu dans le vide, en roue libre, et ça ne donne pas des grands résultats. Donc je vais commencer par... donc ça sera les trois parties de la présentation. Je vais commencer par les mécanismes de croissance, les présenter rapidement. Ensuite, on parlera rapidement de connaissances utilisateurs, et puis enfin de l'expérimentation à haute fréquence qu'on fait là-dessus pour faire de la croissance. Donc les mécanismes de croissance. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec cette terminologie. Ceux qui baignent dans le monde des startups la connaissent. Bon, c'est une vision très simplifiée de deux grandes phases finalement que traverse une startup ou un nouveau produit dans sa vie. Donc on commence par chercher ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire le fait de s'assurer que le produit rencontre bien son marché, que le marché le comprend, que le marché adhère, que les utilisateurs sont contents. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on cherche à grossir, à grandir et à avoir de la croissance. Il intervient en même temps ici. Donc le product market fit, c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent. Et finalement, être sûr que le marché est satisfait de ce qu'on propose, il y a beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des retours dithyrambiques sur son produit et en fait on ne peut jamais se fier à ça. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut se fier. Par contre, sur la plupart des produits, il y a quelque chose qui ne ment pas, qui ne ment jamais. C'est ce que je vous présente là, c'est la forme de la courbe de rétention. Alors je vais expliquer ce que c'est. Une courbe de rétention, c'est une courbe comme ça, qui représente à partir du moment où l'utilisateur installe votre application ou s'inscrit à votre service, etc., quel pourcentage au fur et à mesure du temps, après son inscription, quel pourcentage va continuer à utiliser votre produit. Et en fait, on comprend bien que si on a un produit de mauvaise qualité, peut-être 2 semaines après l'inscription, en fait, plus personne n'est là, ou peut-être ça va prendre 1 mois, 2 mois.
Et en fait, on se retrouve avec 2 cas de figure possibles seulement. Donc toutes les courbes de rétention du monde ont la même forme. Donc c'est soit la courbe rouge, et c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on voit que quelques temps après l'inscription, finalement, le maximum qu'on a, c'est peut-être les derniers survivants sont restés 1 mois, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, et malheureusement, on le croise. Et souvent, quand on le croise, les entreprises n'ont pas forcément conscience qu'elles sont dans ce cas-là. Et l'autre possibilité qui est déjà bien meilleure, c'est la courbe bleue. C'est-à-dire que forcément, on perd des gens, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. Mais par contre, il y a un noyau dur de gens qui va rester et qui va rester actif très longtemps. C'est pour ça que la courbe fait ce qu'on appelle une asymptote. Donc là, on a des gens qui restent actifs très longtemps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un pourcentage qui soit le plus élevé possible. Même si, dans les faits, on ne peut pas dire qu'un pourcentage, pour avoir un product market fit par exemple, on ne peut pas dire qu'il faut avoir 35% de gens qui restent ad vitam aeternam. En fait, ça dépend de votre business model. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà avoir une base de fans qui restent. Et après, on va travailler sur cette base, essayer de comprendre pourquoi eux restent alors que les autres s'en vont, etc., etc. Alors une fois qu'on a validé qu'on a un business viable, finalement, puisqu'on a un product market fit, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut s'intéresser à la croissance. Enfin, il faut y penser avant, mais en tout cas, faire concrètement de la croissance à grande échelle et faire des dépenses importantes en termes de marketing, ça ne peut arriver qu'après cette phase-là. Et donc, pour faire de la croissance à grande échelle, finalement, on a quelques possibilités. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Et même, je dirais que, d'une manière générale, je vous présente 5 moteurs de croissance ici, mais dans 60-70% des cas, celui qui marche, c'est le premier. Donc le premier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le paid engine en anglais. Et c'est très simple, mais c'est le fait que la lifetime value, c'est-à-dire ce que va vous rapporter un client pendant toute sa durée de vie, finalement, ça rapporte plus d'argent que le coût d'acquisition, le customer acquisition cost. Et donc cette équation est très simple, mais il faut absolument la vérifier. C'est qu'un client vous rapporte plus d'argent que ce qui vous coûte à acquérir. Et ça nécessite de mesurer à la fois le coût d'acquisition et à la fois sa lifetime value. Alors le coût d'acquisition, c'est assez facile. La lifetime value, peu d'entreprises font l'exercice, mais c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important que moi, chez certains clients, je me suis retrouvé à faire cet exercice-là, et à leur montrer qu'ils avaient une lifetime value qui était largement supérieure à leur coût d'acquisition, mais ils ne le savaient pas. Du coup, ils essayaient d'optimiser leur coût d'acquisition, ils restaient sur de l'acquisition à faible échelle, et du coup, ils avaient peu de clients, ils étaient en difficulté, et c'était totalement artificiel, finalement. Donc c'est extrêmement important de mesurer ça, d'être capable de le mesurer, de le faire aussi, pourquoi pas, sur des segments de population particuliers, etc. Mais voilà, ça c'est le cas le plus générique, le plus simple, le plus courant. Donc c'est celui sur lequel vous devez mettre votre focus. Après, il existe d'autres types de moteurs de croissance. Un des plus courants, c'est les partenariats. Bon, quand on est petit, faire un partenariat avec un gros, c'est toujours intéressant. On essaie de trouver un terrain d'entente et puis on peut gagner de la visibilité et on peut trouver un vrai moteur de croissance par là. Une autre possibilité qui est très en vogue dans les startups, c'est l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, c'est quoi? C'est tout ce qui est blog, vidéo, création de contenu, etc. Et enfin, un des principaux, c'est, alors même s'il arrive en 4e volontairement, je le mets assez loin parce que ça relève plus des martingales et un peu du fantasme, c'est la croissance virale. Donc il y a beaucoup de startups qui se lancent avec la promesse que ça va être viral et la startup va exploser comme ça. Donc ça, c'est extrêmement rare. Et en fait, je vous ai mis un petit graphique, alors on voit pas très bien, mais j'insiste sur le fait que c'est assez exotique ces cas-là, pour une raison très simple et très mathématique, c'est que les mathématiques sont cruelles et que pour être viral, il faut que ce qu'on appelle le K, le facteur de viralité, soit supérieur à 1. C'est-à-dire, concrètement, il faut qu'un client, en moyenne, vous ramène plus qu'un client par bouche à oreille. Et si vous en ramène 0,9 en moyenne, vous n'êtes pas du tout viral.
Et si vous en ramenez 1,1, vous êtes viral. Donc c'est extrêmement binaire, extrêmement cruel. Et très peu d'entreprises, du coup, y arrivent. Donc, le dernier cas que j'ai laissé pour la fin, c'est ce qu'on appelle les growth hack opportunistes. Parfois, c'est un peu l'image d'Épinal du growth hacking. C'est dans les expérimentations de trouver quelque chose qui va faire qu'on a une croissance exponentielle. Donc, par exemple, l'exemple très connu, c'est Airbnb qui a un petit peu hacké Craigslist, qui est le bon coin américain, pour se faire une croissance un petit peu sur le dos de Craigslist. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses sur lesquelles pareil, on ne peut pas vraiment compter. Et puis que je n'encourage pas forcément, parce que c'est toujours à la limite de la légalité ou des conditions d'utilisation. Voilà, c'est des choses que certaines startups se permettent, que par exemple The Family va fortement encourager, mais que voilà. Voilà, c'est des choses qui peuvent être bien, mais dans certains contextes, et moi je ne saurais pas forcément beaucoup l'encourager. Alors, pour illustrer un petit peu ces moteurs de croissance, je vais vous parler d'un cas d'école d'un client que j'ai rencontré. Donc c'est ce qu'on appelle un two-sided market, c'est-à-dire c'est un client qui met en relation, on va dire, des vendeurs et des acheteurs pour simplifier, parce que j'ai un peu anonymisé le client. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on a une place de marché, donc avec des vendeurs et des acheteurs. Donc cet exercice sur la lifetime value et les coûts d'acquisition, on peut le faire des deux côtés. Et donc c'est un exemple concret. Donc on avait d'un côté une lifetime value de 1 200 €, c'est-à-dire qu'un client côté vendeur, ça rapportait à peu près 1 200 € pendant sa durée de vie, pour un coût d'acquisition de 400 €, parfaitement tenable. On peut juste payer de l'acquisition, ça marche et on n'a pas de souci. Et le cas de droite, donc c'est toujours le même client, mais là, de l'autre côté, les acheteurs, et là on a une lifetime value qui est extrêmement faible, de 15 €. Et 15 €, essayer de faire descendre un coût d'acquisition à moins de 15 €, c'est vraiment pas facile. Et donc là, on est dans un cas qui est vraiment problématique. Enfin, il est problématique par rapport à ce moteur de croissance qu'on cherche, le moteur payant. Mais, heureusement, il existe d'autres moteurs de croissance. Donc, typiquement, là, on peut, sur le segment des acheteurs, aller faire de l'inbound marketing, chercher des partenariats, et puis aussi mettre un gros focus sur ce côté droit, mettre tous les efforts marketing sur ce côté droit, parce que prendre conscience que le côté gauche est résolu, voilà, on ne met plus trop d'efforts dessus, et que le côté droit, par contre, il faut vraiment trouver quelque chose urgemment. Alors un autre exemple chez un autre client, pour illustrer le fait que parfois avec des calculs simples et un petit peu de data, mais des data pas compliquées, hein, on peut rediriger un petit peu les priorités de l'entreprise. Donc en fait c'est une entreprise, c'est une application sur l'App Store, où on a fait l'exercice de regarder un petit peu le pourcentage de déçus et de satisfaits pour 3 types de populations, 3 segments de cette application. Donc l'exercice n'avait jamais été fait. Donc comment on fait ça? C'est encore une fois, c'est très simple, hein. Quelqu'un de satisfait va continuer à utiliser votre application, quelqu'un de déçu va arrêter de l'utiliser. Donc il n'y a que ça qui est vrai, enfin la plupart du temps. Et donc on a fait l'exercice et donc on a vu que finalement sur 3 populations, on avait des taux de satisfaction complètement radicalement différents. Puisque on voit à droite que la population C est satisfaite à plus de 60%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le taux de rétention qu'on a sur Facebook, c'est à peu près 60-65%. Donc c'est extrêmement élevé. Moi, le plus haut que j'ai rencontré chez un client, c'était 80, je crois. Donc on est vraiment dans le haut du panier. Et par contre, la population B, qui était aussi au cœur de leur cible, était satisfaite à moins de 8% en moyenne. Et on a une population A, dont on ne parlera pas, du coup, qui était un peu intermédiaire. Mais alors du coup, ce qui se passe, c'est que comme cette application était sur l'App Store depuis un petit moment, forcément, si vous avez une bonne rétention de la population C, vous allez avoir une surreprésentation de la population C parmi vos clients. Et donc, par là même, une surreprésentation du feedback client sur cette population C. Donc, quelque part, entre guillemets, à l'insu de votre plein gré, vous allez mettre le focus produit sur des gens plutôt déjà satisfaits, puisqu'ils ont une meilleure rétention, ils sont plus nombreux, etc. Autre effet, entre guillemets, pervers et naturel,
c'est qu'on a une population B qui est beaucoup moins retenue, donc forcément on va avoir moins de clients à terme sur cette population, donc on va vouloir en acquérir, donc on va faire de l'acquisition dessus, mais on va faire 95% de déçus. Et finalement on se retrouve à faire, si on ne fait pas attention à ces taux de rétention, et donc, si on ne les calcule pas, qu'on ne les observe pas, on peut avoir une tendance naturelle à faire exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Puisque là, si on devait faire quelque chose raisonnablement, ça serait faire de l'acquisition sur la population C, puisque là, on ne jette pas de l'argent sur les fenêtres. On a clairement une bonne rétention, on peut le faire. Et donc, voilà, chez ce client, il faut clairement mettre un focus produit sur la population B, et clairement, si on doit faire de l'acquisition, c'est sur la population C. Mais c'est vrai que si on ne mesure pas ça, on ne le sait pas forcément, et le naturel, ça serait plutôt de faire l'inverse, si on regarde juste les chiffres d'utilisateurs. Donc voilà, j'ai survolé rapidement sur les mécanismes de croissance. Il y aurait énormément de choses à dire, mais en 35 minutes, c'est difficile. Donc je vais passer à connaître ses utilisateurs. Donc encore une fois, si on veut faire des expérimentations sur le marketing, il faut bien connaître ses utilisateurs. Donc là, je vais juste survoler rapidement. Donc il y a deux grandes possibilités. Il y a deux grandes approches. C'est l'approche qualitative, l'approche quantitative. Donc l'approche qualitative, vous avez eu un exemple tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez été sur les design sprints. Donc ça, c'est une approche qualitative. Donc c'est de l'information, de la data qualitative. Vous pouvez faire des interviews, vous pouvez faire des tests utilisateurs, vous avez beaucoup de choses à faire et beaucoup d'informations à aller chercher, ne serait-ce que la toute première qui est quel est le langage qui parle à vos clients, quels sont les mots qui leur parlent, ce qu'on appelle le language market fit en anglais. Mais il y a beaucoup de choses à aller chercher, leurs intentions, leurs attentes, etc., leurs besoins. Et en complément de l'approche qualitative, vous pouvez faire des études plus quantitatives. Donc là, comment on fait ça? Encore une fois, c'est très important de regarder les courbes de rétention. Si vous avez déjà un produit qui est sorti, vous pouvez regarder par segment d'utilisateurs lesquels finalement restent le plus, lesquels restent le moins. Vous pouvez faire des tests sur une landing page, par exemple, en amenant plusieurs typologies d'utilisateurs sur votre page et regarder les taux de conversion, d'inscription à votre newsletter ou à votre produit, etc. Et comparer ces pourcentages de conversion, etc. Et avoir une approche quantitative pour déterminer quel message, par exemple, passe le mieux avec quelle population. Donc maintenant, on connaît les mécanismes de croissance, on connaît un petit peu ses utilisateurs, on va pouvoir faire des expérimentations à haute fréquence. Et pourquoi c'est important d'expérimenter quand on fait du marketing, que ce soit produit ou acquisition? Je l'ai illustré comme ça, c'est parce qu'il y a une décorrélation totale pour laquelle il faut prendre conscience entre les efforts qu'on met dans une action et l'efficacité de cette action. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'on peut très bien passer des mois à développer une nouvelle feature pour un produit qui va, ça marche bien, nous rapporter peut-être 20% de business en plus. Et dans le même temps, on change un mot sur la landing page et ça nous rapporte 30% de business en plus. Donc, voilà, donc il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on met de l'effort dans quelque chose que ça marche. Et il faut prendre aussi conscience que la plupart des efforts qu'on fait, des tests que l'on fera, soit ne fonctionneront pas, soit fonctionneront peu. Il faut l'accepter, il faut le savoir. Pardon. Et donc une fois qu'on le sait, on prend conscience qu'il faut expérimenter parce qu'on sait qu'on va se tromper beaucoup, fail fast, et il faut y aller, et puis il faut faire des choses rapides. Donc là, ça vous présente un peu le framework qui est très utilisé en growth hacking pour modéliser le parcours de maturation, on va dire, d'un client. Donc le client, il faut l'acquérir, il faut le faire venir sur son site ou sur sa page d'App Store ou n'importe quoi. Ensuite, il faut l'activer, c'est-à-dire qu'il faut avoir un premier contact avec lui. Il faut soit récupérer en général, ça passe par là, récupérer son adresse mail ou lui faire installer une application gratuite ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faut les retenir. Ensuite, ces gens qu'on a retenus, donc si c'est un produit gratuit par exemple, ces gens qu'on a retenus, on va essayer de les convertir en utilisateurs payants. Alors s'il n'y a pas de version gratuite, les deux sont inversés, on va essayer de les convertir en payants et puis après de les retenir. Et enfin, le dernier, qui n'est pas totalement indispensable pour un business viable, mais qui est toujours intéressant, c'est le referral, c'est le bouche à oreille. Faire que des utilisateurs vont vous en ramener d'autres.
Je vais revenir là-dessus pour vous donner quand même quelques exemples. Donc, toujours dans l'optique du fait qu'il n'y a pas de corrélation entre un effort qu'on met et l'efficacité, je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont extrêmement bien marché chez des clients récemment, et vous allez voir à quel point c'était très peu coûteux finalement. Donc, on est en growth hacking, on mesure tous les taux de conversion à chaque étape, et même à l'intérieur des étapes, par exemple l'activation, si c'est un tunnel d'inscription, on va mesurer chaque étape de l'inscription pour essayer de comprendre à quel moment on perd des utilisateurs, à quel moment les gens arrêtent dans le tunnel d'inscription. Donc par exemple, un exemple chez un client, il avait une inscription en plusieurs étapes, où la première étape était de laisser son mail, la deuxième était de choisir un pseudo, et puis il y avait d'autres étapes derrière. Et on s'attendrait intuitivement à ce que les gens fuient au moment de laisser leur email. Et en fait, chez ce client, c'était au moment de choisir son pseudo. Il y avait une déperdition gigantesque à ce moment-là. Et en fait, du coup, j'ai été voir la page à quoi elle ressemblait. Et il y avait un gros message orange sur fond jaune, ou orange, je ne sais plus, qui disait « Choisissez soigneusement votre pseudo, vous ne pourrez jamais le changer ». Donc voilà. Donc en fait, il a suffi de changer ce message, de retirer la couleur jaune qui fait peur, et on a eu une très forte augmentation du taux d'inscription. Donc voilà, pour illustrer vraiment une action, ça nous a pris 5 minutes, quoi. Ça nous a mis plus de temps à mettre en place les métriques de mesure, mais pas non plus beaucoup de temps. Donc voilà un exemple. Je pourrais vous donner des exemples sur chaque étape. Sur l'étape revenu, si on veut augmenter ces taux de conversion en revenus, souvent c'est agir sur le pricing. Donc faire des pricing clairs ou alors les cacher s'ils sont trop compliqués. Parfois on peut faire des pricing que compliqués, donc vaut mieux les cacher et dire aux gens de nous appeler s'ils veulent avoir une idée. Et en termes de referral, un exemple qui est intéressant ces derniers mois, je ne sais pas ceux qui connaissent AngelList, qui est une sorte de concurrent de LinkedIn. Alors, ils ont une croissance exponentielle depuis le mois de juin 2016, suite à une astuce toute bête qu'ils ont faite. C'est quand vous inscrivez maintenant à AngelList, en un clic, vous pouvez importer tous vos contacts LinkedIn et les inviter à AngelList. Alors, si vous regardez l'effet que ça a eu, par exemple, sur Google Trends, sur AngelList, c'est exponentiel. Et je ne pense pas que ça leur a pris très très longtemps à mettre en place. C'était malin, ce n'est pas applicable partout, forcément. D'ailleurs, c'est le cas souvent des growth hacks, c'est que c'est très spécifique finalement. Ce qui marche même chez un client, parfois, ne marche pas du tout chez d'autres. Mais voilà, souvent, c'est pas très compliqué et ça marche bien. Par contre, je suis assez persuadé qu'ils ont essayé des centaines de choses avant d'en trouver un qui marche comme ça. Donc voilà, la conclusion aussi, c'est d'explorer, du coup, puisque vous allez faire beaucoup de choses vont échouer, et parfois, vous allez tomber sur une pépite. Donc un process qu'on peut mettre en place si on prend une approche growth hacking, c'est on a des idées, on les priorise, on les teste, on analyse les résultats, très important, souvent on mesure. Alors si on est une start-up, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de tout mesurer, parce que mesurer, ça implique quand même un certain nombre de contraintes, mais les choses importantes, il faut les mesurer, c'est très important. Et puis, une fois qu'on a mesuré, on optimise et puis on passe à l'idée suivante et on essaie que ce rythme soit le plus rapide possible. On ne peut pas se permettre d'avoir une idée, de mettre en place une idée par mois. C'est une idée par jour qu'il faut essayer dans l'idéal, ou 2-3 par semaine. Donc, dans cette optique, il faut prioriser les idées. Donc ça, c'est une possibilité de faire. Donc c'est un outil, c'est l'outil de growthhacker.com. Donc une des possibilités pour prioriser, c'est de se dire on va mettre une note sur 10 à l'impact attendu du test. On va mettre une note sur 10 à la confiance qu'on a dans le fait que ça va marcher, et une note sur 10 sur la facilité de mise en œuvre. Et puis on va moyenner tout ça avec un algorithme. Et puis bon, c'est une façon de prioriser, et il y en a d'autres. Et donc, comme je vous disais, on expérimente à haute fréquence. Alors, expérimenter dans la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire que on expérimente et soit on échoue, soit on apprend. Mais c'est vrai que souvent, dans les premiers tests, on a un peu de mal à comprendre pourquoi telle chose qu'on teste a tel effet. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est chez un client, un grand média chez qui j'interviens en ce moment.
ils ont une version mobile où la police est beaucoup, beaucoup trop petite. Donc on s'est dit, on va tester de la mettre plus grande, mais très confiant en se disant que ça allait améliorer les taux de lecture, etc. Et ça a effectivement amélioré les taux de lecture, sauf que dans le même temps, ça a fait chuter d'une manière très importante les taux de clics sur les pubs. Et ça, on ne l'avait pas du tout venir, parce que les pubs, on ne maîtrise pas et la police est restée petite. Donc du coup, comparativement, c'était plus petit que le texte, les gens passaient les pubs, et donc finalement, c'était pas si simple que ça. Donc voilà, pour vous dire que c'est important de tester et on n'a pas toujours les réponses qu'on attend, qu'on aimerait. Et donc, dans l'idée de tester à haute fréquence, donc il y a un nouveau terme qui est assez peu employé en France, voire quasi pas. C'est le high tempo testing, mais c'est la même idée que le growth hacking. Hein, c'est les mêmes personnes qui sont derrière les deux termes. C'est le fait qu'au lieu de se fixer des objectifs de croissance, on va se fixer plutôt des objectifs en termes de nombre de tests à effectuer. Donc par exemple, on va commencer en se disant on va essayer de tester une chose par semaine. Et puis dans un mois, on essaiera de passer à 2 tests par semaine, 3 tests par semaine. Donc la personne qui est derrière cette notion, voilà, met ce graphique-là, le jour où ils ont mis en place ça, l'effet que ça a eu sur le nombre d'utilisateurs. Moi, je vous mets un exemple personnel qui est intéressant chez un de mes clients, où finalement, c'est l'exemple du bas. Donc, l'exemple 1, c'était avant que j'arrive, c'était une campagne de com. Donc, on a vu un pic d'utilisateurs, et puis après, forcément, comme souvent les campagnes de com, ça redescend rapidement. En 2, on a eu la chance de trouver un growth hack qui a très bien fonctionné, qui nous a multiplié notre nombre d'utilisateurs par 10 en quelques mois. Et on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. Et forcément, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc voilà, après, on a commencé à amorcer une douce décroissance. Et puis, en 3, on s'est réveillé. On s'est dit, bon, voilà, maintenant, il faut... Bon, on ne faisait pas rien non plus, hein, mais on faisait d'autres sujets. Et en 3, on s'est dit, maintenant, on va tester plein de choses. On va mettre en place une démarche systématique de test, d'expérimentation rapide. Et là, cette croissance qu'on a depuis à peu près mai cette année, je suis beaucoup plus confiant sur le fait qu'elle va durer parce qu'elle est issue de tout un tas d'améliorations qu'on a mises en place. Tout un tas de choses, ce n'est pas un hack unique comme on avait en 2. C'est tout un tas d'améliorations qui ont amené cette croissance-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors, le growth hacking, ce n'est pas un remplacement du marketing traditionnel, hein, bien sûr, c'est juste amener quelque chose en plus, une façon de fonctionner un petit peu différemment. Et donc, typiquement, dans l'état d'esprit, on passe d'une idée où on suit un plan, souvent dans le marketing traditionnel, à une idée où on est dans un état d'esprit où on expérimente et on mesure. Voilà. D'autre part, la stratégie, souvent, la stratégie marketing, stratégie d'acquisition, etc., souvent elle est basée sur la vision des dirigeants et sur du feedback qualitatif. Parfois sur le feedback qualitatif qui vient juste des amis du dirigeant, ça peut arriver. Dans une approche plus growth hacking, on va continuer à s'appuyer sur la vision des dirigeants, c'est très important, même si j'ai entendu des choses un peu dissonantes aujourd'hui, mais bon, ça reste pour moi quelque chose d'important. Mais on va s'appuyer aussi sur les data stratégiques, tous les KPI stratégiques qu'on peut mettre en place, qu'on peut imaginer. Et puis le feedback qualitatif, donc les interviews, etc., mais en grande quantité. Autre différence, c'est que les évaluations des actions qu'on va entreprendre sont souvent dans le marketing traditionnel. Alors si on est sur de l'acquisition, souvent c'est un petit peu plus mature. Donc on a quelques KPI, mais qui ne sont pas forcément toujours qui sont pas forcément toujours les bons. En growth hacking, on va essayer vraiment de se baser sur les datas pour savoir si nos actions marketing sont vraiment les bonnes ou pas. Dans le fonctionnement inter-équipe, ça change beaucoup également, puisque dans une approche growth hacking, on va avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus quotidien entre le PO, le marketing, le dev, les UX, la data. On ne se voit pas une fois toutes les 2 semaines ou je ne sais pas quoi. On se voit, en tout cas une partie de l'équipe se voit tous les jours et travaille tous les jours ensemble. Et donc enfin l'expérimentation qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà, je vous remets la définition de Sean Ellis et Rob Sauvers. Donc growth hacking is experiment-driven marketing, donc exécuté par des gens qui n'ont pas besoin de permission ou d'aide pour faire les choses. J'espère que ma présentation a rendu cette phrase un peu plus claire.
Et je vous donne aussi ma définition personnelle. Donc faire du growth hacking, finalement, c'est faire en sorte que la croissance, ça devienne la conséquence logique d'une démarche. Une démarche qui est structurée, une démarche qui est collective, créative, etc. Data informed, haute fréquence. Voilà, que cette croissance soit le résultat d'une démarche et pas d'un coup de chance. Voilà. Des questions ? Merci. Tu parles pas du tout de outbound marketing, avec notamment toute la notion de marketing automation, qui est peut-être plus utilisée en B2B, parce que là, c'était peut-être plus sur des exemples de B2C. Alors, en termes de outbound, tout ce qui est acquisition payante, ça fait complètement partie de la stratégie, puisque justement, c'est juste qu'on va tout mesurer pour être sûr de le faire et d'être rentable, etc. Après, sur le marketing automation, tout ce qui est CRM, etc., ça entre aussi ça va entrer, mais dans les équations justement où on va essayer d'augmenter la lifetime value, augmenter les taux de conversion, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, c'est plus dans la recherche en fait d'aller chercher le client pour que lui vienne ensuite derrière sur ton... Avec de l'acquisition payante ? Pas forcément l'acquisition payante, ça peut être sur du marketing automation, ça va être des mailings très personnalisés, des mails très personnalisés. Parce que tu mets en avant la valeur de ton produit au client et que le client comprend qu'effectivement ça peut lui apporter de la valeur, du coup il vient voir ton site. Et c'est autre que l'inbound avec les livres blancs et les blogs et autre chose. Alors tout est possible. Si on parle de stratégie mailing, ça reste en 2016 des stratégies qui fonctionnent très bien et qui, là encore une fois, alors souvent les stratégies mailing, on prend une base mail ou on achète une base mail parfois et puis on arrose des dizaines ou des centaines de milliers de gens. Dans une approche plus growth hacking, on va faire la même chose, mais avant on va A/B tester le mail, le titre, etc. Sur un échantillon peut-être de 1000 personnes, on va tester 3 fois 1000 personnes, on va tester 3 messages, et puis on va regarder ce qui marche le mieux, avant de passer à l'envoi massif, puisque finalement, là on saura à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Moi, je voulais te demander, tu parlais des populations d'une fois, à un moment donné, tu parlais des 3 populations en fait A, B, C. Moi, ma question elle sera en fait comment tu fais en fait pour séparer tes utilisateurs des gens, ces populations, pour que ce soit mesurable en fait finalement, et comment faire pour mesurer la rétention en fait selon les différentes populations. Je pense que ça, c'est un peu la même question en fait les deux. Alors, sur la première partie, si c'est comment on décide de faire les regroupements de population, en général, c'est assez subjectif, mais en général, les gens connaissent bien leur métier, enfin suffisamment leur métier, au moins pour une première itération, pour se dire, voilà, on va faire trois populations, les gens en province, les gens à Paris, et puis les gens qui font un peu les deux. Donc on se base sur le feedback métier, pour faire au moins une première segmentation, mais après on peut tester quand même des choses. Parfois on ressent des choses, ou certaines personnes ressentent des choses, on teste des sous-segments, etc. Et puis après, pour mesurer la rétention, alors là c'est un sujet assez central dans le growth hacking. Il y a des outils pour ça, et en fait, typiquement si vous utilisez Google Analytics, il y a une feature calcul de la rétention qui est complètement buggée, qui vous donne des chiffres complètement faux. Si vous la regardez, vous allez être déprimé parce qu'elle tombe systématiquement à 0. Donc si on regarde Google Analytics, il n'y a pas un seul business dans le monde qui est viable. Donc c'est dommage. Mais sinon, il y a des outils. Et sinon, on peut aussi prendre un data scientist, lui donner nos bases de données et puis le faire travailler là-dessus. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question aussi sur un modèle de marketplace où on va lancer un produit en MVP, où finalement on a des produits où il n'y a pas encore de rétention. Comment on fait pour faire du gros hacking dans ces modèles-là? Est-ce qu'il faut absolument qu'on améliore notre produit pour créer des services avec une récurrence? Ou, enfin voilà.
Alors c'est vrai que, bon, encore une fois, il y avait 35 minutes, donc je me suis focalisé sur le calcul de la rétention comme indicateur que l'on a un market fit. Mais ça représente à peu près 70% des cas. Si vous faites un produit pour les divorces, par exemple, les gens ne divorcent pas tous les mois. Donc fatalement, ce n'est pas applicable. Il y a d'autres, à ce moment-là, il va falloir faire d'autres choses pour mesurer votre taux de satisfaction, qui est juste un préalable finalement pour après pouvoir dire maintenant je fais de l'acquisition de masse. Mais si vous avez quelque chose qui est finalement one shot, par exemple, imaginons que vous avez une marketplace qui met en relation des ouvriers avec des gens qui ont besoin de faire des travaux. Bon, ben, d'un côté, vous allez avoir besoin de mesurer une rétention parce que vos ouvriers, vous voulez les garder. Mais de l'autre côté, les clients, ils vont pas, vous n'allez pas essayer de les convaincre de casser leur canalisation 3 fois par an pour rester. Donc si votre business, si vos calculs de business model sont viables, même si votre client côté client de l'ouvrier n'achète qu'une fois, à ce moment-là, c'est juste une équation à prendre en compte. C'est-à-dire que l'acte d'achat de cette personne devra couvrir à lui tout seul son coût d'acquisition. Ça répond à la question? D'autres questions? Est-ce que tu aurais des exemples d'expérimentation pour augmenter le referral, qui est la dernière étape? Juste des petits exemples pour illustrer, quoi. Alors, le meilleur exemple, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, qui est vraiment frappant sur Angel List. C'est vraiment très malin ce qu'ils ont fait. Ce qu'il faut savoir sur le referral, c'est que finalement, ça n'est qu'un moyen de plus facilement rentabiliser ses coûts d'acquisition. À moins de chercher à être viral, mais enfin, si vous avez un produit qui est potentiellement viral, vous le saurez très vite. Mais c'est extrêmement rare. Donc c'est plutôt quelque chose qui peut amortir plus vos coûts d'acquisition. Et donc finalement, c'est assez, je ne vais pas dire facultatif, mais c'est le moins indispensable de toutes les choses sur lesquelles il faut expérimenter. Et c'est vrai que c'est celui sur lequel on met le moins focus chez les clients, d'autant plus qu'il est assez difficile à mesurer. Donc voilà, en plus en termes de referral, des exemples, c'est assez difficile parce que c'est très spécifique souvent au produit. Et puis il faut vraiment brainstormer. Encore une fois, c'est l'intelligence collective qui va vous donner des idées, d'autant plus pour la phase de referral, pour faire qu'un client va vous en ramener d'autres. D'autres questions? Je vous remercie de votre attention.